Je m'appelle Jean-Marc Lefebvre, j'ai 72 ans, et il y a 3 mois, j'ai reçu l'appel. Pas un de ces appels que l'on attend avec impatience. Pas un de ceux qui changent une journée. Un de ceux qui changent une vie. C'était un mardi matin ordinaire. Le genre de matin où la France semble fonctionner toute seule. Les voisins sortaient leurs poubelles, le boulanger du coin ouvrait son rideau métallique, et moi, j'étais assis à la table de la cuisine, une tasse de café refroidissant entre mes mains. Le téléphone a vibré, un numéro de l'hôpital public. J'ai répondu sans réfléchir. La voix était calme, professionnelle, trop calme peut-être, cancer du côlon, stade avancé. Je me souviens très bien de ce qui m'entourait à ce moment-là. Le carrelage froid sous mes pieds, la lumière blanche qui entrait par la fenêtre, une affiche sur le mur du cabinet médical, plus tard dans la journée, parlant de prévention digestive, avec des couleurs trop vives pour un sujet aussi grave. Le médecin expliquait les options, les traitements possibles, les statistiques. Elle parlait et moi, je regardais ce morceau de papier comme s'il contenait une réponse que je n'arrivais pas à lire. Et vous savez ce qui m'a traversé l'esprit ? Ce n'était ni la peur, ni la colère, ni même l'injustice. C'était une pensée étrange, presque banale. Alors voilà comment mon histoire pourrait se terminer. Ce moment-là, personne ne vous en parle vraiment. On imagine toujours un choc violent, des larmes immédiates, une panique incontrôlable. Mais la réalité est différente. La réalité est silencieuse. La première réaction, ce n'est pas l'émotion. C'est une sorte de vide, comme si le monde continuait à tourner, mais légèrement décalé. Je suis rentré chez moi ce jour-là avec un dossier sous le bras, quelques rendez-vous notés, et cette sensation étrange d'avoir franchi une frontière invisible, sans savoir encore ce qui m'attendait de l'autre côté. Les premiers jours après le diagnostic ont été étrangement calmes. Je faisais ce qu'il fallait faire. J'appelais les membres de ma famille, un par un, en choisissant soigneusement mes mots pour ne pas les inquiéter plus que nécessaire. Je prenais des rendez-vous, je remplissais des formulaires, j'écoutais les médecins parler de protocoles, de cycles, de traitements, lourds mais efficaces. Tout cela formait une sorte de routine mécanique, presque rassurante. Tant qu'il y avait une liste de choses à faire, je n'avais pas vraiment à penser. On appelle ça entrer en mode survie. On avance, on exécute, on tient. La première semaine, je n'ai presque rien ressenti. Pas de larmes, pas de crise existentielle. Juste une fatigue sourde et une impression de flottement comme si j'observais ma propre vie à distance. Les gens me demandaient comment j'allais. Je répondais « ça va ». Et d'une certaine manière, c'était vrai. Je fonctionnais. Mais c'est au début de la 2e semaine que quelque chose a changé. Un matin, je me suis réveillé avant le réveil. La maison était silencieuse. À côté de moi, ma femme dormait encore, tournée vers la fenêtre. Sa respiration était lente, régulière. J'ai observé ses cheveux grisonnants, la ligne de son visage que je connaissais par cœur, et c'est à ce moment-là que tout m'a rattrapé, pas la peur de mourir. Étrangement, ce n'était pas ça. Ce qui m'a submergé, c'était autre chose. Une vague soudaine, incontrôlable, comme si quelqu'un avait déroulé ma vie entière devant moi, non pas en images spectaculaires, mais en chemins. Des chemins pris, et surtout, des chemins jamais empruntés. Je me suis mis à pleurer en silence, pour ne pas la réveiller. Les larmes coulaient sans bruit, sans colère. C'étaient des larmes de lucidité. À cet instant précis, j'ai compris que le diagnostic n'était pas seulement une affaire de santé. C'était un miroir, brutal, impitoyable, et ce que j'y voyais commençait à me déranger profondément. En regardant ce miroir que la maladie venait de me tendre, une évidence s'est imposée à moi, lentement, presque à contre-cœur. J'avais mené une vie irréprochable, une vie correcte, une vie que l'on respecte. Pendant près de 40 ans, j'ai travaillé dans l'administration. Un emploi stable, dans une grande structure parisienne. Un poste sérieux, des collègues polis, des horaires fixes. J'étais ce qu'on appelle un homme fiable. Celui sur qui on peut compter. Celui qui arrive à l'heure, qui ne fait pas de vagues, qui respecte les règles. J'ai payé mes impôts, j'ai cotisé, j'ai pris peu de risques. Et à la fin, j'ai obtenu ce que l'on m'avait promis. Une retraite, une sécurité, une forme de reconnaissance silencieuse. Aux yeux des autres, j'avais réussi. Je ne manquais de rien en apparence. J'avais un appartement, une épouse fidèle, des enfants bien élevés. Je n'ai jamais connu le chômage, jamais connu la vraie peur de manquer. Et pourtant, face à ce diagnostic, une vérité que j'avais soigneusement évitée pendant des décennies s'est imposée avec une clarté douloureuse. Cette vie-là n'était pas vraiment la mienne. Je n'étais pas malheureux au sens dramatique du terme. Ce n'était pas une souffrance quotidienne, visible.
c'était plus insidieux, une fatigue de fond, une sensation persistante d'être passé à côté de quelque chose sans jamais pouvoir dire exactement quoi. J'avais accepté cette impression comme on accepte un bruit de fond, persuadé qu'elle faisait partie de l'âge adulte, du sens des responsabilités. En France, on apprend très tôt la valeur du travail sérieux. On nous répète qu'un bon emploi vaut mieux qu'un rêve incertain, que la stabilité est une victoire, et j'y ai cru. J'y ai cru si fort que j'ai fini par confondre sécurité et épanouissement. Ce n'est qu'aujourd'hui, à 72 ans, avec cette maladie qui me force à regarder les choses sans détour, que j'ose enfin mettre des mots dessus. J'ai vécu comme il fallait, mais pas toujours comme je l'aurais voulu. Et cette prise de conscience n'était que le début. En revisitant ma vie sous ce nouveau regard, une image revenait sans cesse, insistante, presque têtue. Une image que j'avais rangée depuis longtemps dans un coin discret de ma mémoire, comme on range un objet fragile dont on ne sait plus quoi faire. Quand j'avais une vingtaine d'années, je ne rêvais pas de bureau ni de dossier. Je rêvais de travailler avec mes mains. J'aimais le bois, son odeur, sa résistance, le fait qu'il faille du temps et de la patience pour en tirer quelque chose de beau. Ce goût-là ne m'était pas venu par hasard. C'est mon grand-père qui me l'avait transmis. Il habitait une petite maison en province avec un atelier au fond du jardin. Rien de sophistiqué, des outils anciens, bien entretenus, et des étagères pleines de morceaux de bois qu'il gardait pour plus tard. Quand j'étais adolescent, je passais des heures avec lui. Il me montrait comment mesurer, comment couper droit, comment accepter que certaines pièces ne soient jamais parfaites. Un été, nous avons fabriqué ensemble une étagère. Elle est toujours chez moi des décennies plus tard, légèrement de travers mais solide, réelle. À l'époque, j'ai sérieusement envisagé d'en faire mon métier, de devenir artisan, menuisier. Mais autour de moi, les réactions étaient toujours les mêmes. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas stable. Tu es intelligent, tu peux viser mieux. Mon père, surtout, insistait sur le pragmatisme. Il voulait me protéger. Et, honnêtement, il n'avait pas tort. Alors j'ai fait ce que beaucoup font. J'ai refermé cette porte doucement, sans drame. Je me suis dit que ce n'était qu'un caprice de jeunesse, que je pourrais toujours y revenir plus tard, un jour. Ce jour-là, je m'en rends compte aujourd'hui, n'est jamais vraiment arrivé. Et c'est précisément ce silence-là, imposé à ce que j'étais profondément, qui a commencé à peser lourd quand la maladie m'a forcé à faire le bilan. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est clarifié en moi, avec une simplicité presque dérangeante. Une phrase d'abord floue, puis de plus en plus nette, s'est imposée comme une évidence que je n'avais jamais osé formuler. Gagner sa vie n'est pas la même chose que vivre sa vie. Pendant des années, j'ai confondu les deux, comme beaucoup. Gagner sa vie, je savais faire. J'étais discipliné, constant, raisonnable. Je faisais ce qu'on attendait de moi. Je remplissais mon rôle. Et dans une société comme la nôtre, c'est largement suffisant pour être considéré comme quelqu'un de respectable. On ne vous demande pas d'être heureux, on vous demande d'être fiable. Alors j'ai gagné ma vie jour après jour. J'ai accepté les compromis, les renoncements silencieux, les petits « ce n'est pas si grave » les répétés jusqu'à devenir une seconde nature. Je me disais que c'était le prix à payer, que la vraie vie viendrait plus tard, à la retraite peut-être, quand j'aurai enfin du temps. Mais ce que la maladie m'a appris, brutalement, c'est que ce plus tard est une promesse fragile, une hypothèse, pas une certitude. On remet beaucoup de choses à demain, en croyant que demain nous appartient. En réalité, il ne nous est jamais garanti. Vivre sa vie, ce n'est pas tout abandonner ni agir de manière irresponsable. Ce n'est pas non plus courir après tous ses désirs. C'est quelque chose de plus discret, de plus intime. C'est honorer ce qui vous fait sentir vivant, ce qui donne du sens à vos journées, même quand elles sont difficiles. Et en réalisant cela, j'ai compris que je me trouvais face à un choix. Pas un choix spectaculaire, un choix intérieur, le plus difficile de tous. Le choix ne s'est pas présenté comme une révélation soudaine, ni comme un moment héroïque. Il est arrivé doucement, presque timidement, au milieu des rendez-vous médicaux et des discussions techniques. Mon oncologue parlait d'un protocole lourd, mais nécessaire. Chimiothérapie, peut-être une intervention. Des mois rythmés par l'hôpital, la fatigue, l'incertitude. J'ai accepté. Bien sûr que j'ai accepté. Je voulais vivre. Mais en sortant de ce cabinet, quelque chose en moi refusait de se contenter de survivre. Ce même après-midi, je suis allé dans le garage, un espace que j'avais transformé au fil des années en débarras sans âme, des cartons jamais ouverts, des objets au cas où, des souvenirs sans usage. J'ai commencé à trier, à jeter, à donner.
à faire de la place. Pas seulement autour de moi, à l'intérieur aussi. Les jours suivants, malgré la fatigue qui commençait déjà à s'installer, j'ai acheté quelques outils. Rien d'extravagant. Des outils simples, solides, ceux qu'on garde longtemps. Quand je les ai posés sur l'établi improvisé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies, une forme de justesse, comme si un morceau de moi revenait enfin à sa place. Ma femme m'a regardé faire, inquiète. « Jean-Marc, tu es sûr que c'est raisonnable ? Tu devrais te reposer, garder tes forces. » Elle avait raison. Et en même temps, elle ne voyait pas ce que moi, je sentais très clairement. Ce n'était pas une fuite, ce n'était pas un caprice. C'était une manière de dire à la maladie, « Tu ne décideras pas de tout. » Même affaibli, même incertain, je pouvais encore choisir comment habiter mes journées. Je ne savais pas combien de temps j'aurais. Personne ne le savait. Mais pour la première fois depuis longtemps, cette question n'était plus paralysante. Elle était devenue un moteur, lent, fragile, mais bien réel. Quelques semaines plus tard, mon fils est venu me rendre visite. Il a 47 ans maintenant. Une vie bien remplie, un travail sérieux, des responsabilités. Il me ressemble plus que je ne l'ai jamais admis. Ce jour-là, il est entré dans le garage et s'est arrêté un instant, surpris. L'atelier prenait forme. Rien d'impressionnant, mais quelque chose de vivant. Je lui ai proposé de rester un moment. Nous nous sommes assis côte à côte, et sans trop réfléchir, j'ai commencé à lui montrer comment tenir un ciseau à bois, comment ne pas forcer, comment laisser l'outil faire une partie du travail. Ses gestes étaient maladroits, hésitants, et cela m'a fait sourire. Il s'appliquait, comme un enfant qui ne veut pas se tromper. À un moment, il s'est arrêté. Il a regardé ses mains, puis les miennes. Il a levé les yeux vers moi et a dit, d'une voix presque neutre, comme s'il constatait un fait banal, « Papa, je ne savais pas que tu savais faire ça. J'aurais aimé que tu me l'apprennes quand j'étais petit. » La phrase est tombée doucement, sans reproche, sans colère. Et pourtant, elle m'a traversé comme un coup. J'ai senti quelque chose se serrer en moi, pas parce qu'il me jugeait, mais parce qu'il avait raison. J'aurais aimé, moi aussi, j'aurais aimé prendre ce temps. Lui transmettre ce que mon grand-père m'avait transmis. Lui montrer autre chose que la fatigue du soir, les dossiers à finir, les promesses de « plus tard ». J'étais trop occupé à être un adulte responsable, trop occupé à préparer un avenir que je croyais infini. Nous sommes restés silencieux quelques secondes, puis nous avons repris le travail, lentement, sans rien ajouter. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être expliquées, elles s'installent d'elles-mêmes. Ce jour-là, j'ai compris que le temps perdu ne se mesure pas seulement en années, il se mesure en moments non vécus, et que parfois, la douleur la plus profonde n'est pas ce que l'on a fait, mais ce que l'on n'a jamais osé faire. C'est à partir de ce moment-là que j'ai cessé de considérer cette histoire comme uniquement la mienne. Ce que je vivais, ce que je découvrais trop tard, n'était pas une exception. La maladie ne m'avait pas rendu différent. Elle m'avait simplement rendu lucide. Il y a une vérité que nous évitons soigneusement parce qu'elle dérange. Nous sommes tous en train de mourir. Lentement, discrètement, sans échéance officielle pour la plupart d'entre nous. Certains reçoivent une date approximative, d'autres non. Mais le résultat est le même. La seule différence, c'est le degré de conscience. Dit comme ça, cela peut paraître sombre. En réalité, c'est tout l'inverse. Quand on accepte cette idée, quelque chose se détend à l'intérieur. On cesse de vivre comme si le temps était une ressource infinie. On commence à le traiter pour ce qu'il est vraiment, précieux, fragile, irremplaçable. Avant, je pensais toujours qu'il y aurait un autre moment, une autre année, une période plus calme. Après ceci, après cela, comme si la vie était une répétition générale. Le cancer n'a pas créé cette illusion, il l'a détruite. Et en la détruisant, il m'a rendu une forme de liberté étrange. Chaque choix a soudain pris plus de poids. Pas dans le sens de la peur, mais dans celui de la responsabilité envers moi-même. Ce que je fais aujourd'hui compte, pas pour une hypothétique version future de moi, mais pour l'homme que je suis maintenant, fatigué, imparfait, limité, mais présent. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Personne ne le sait vraiment. Mais ce que je sais, c'est que remettre l'essentiel à plus tard n'est plus une option. Et peut-être que vous n'avez pas besoin d'un diagnostic pour comprendre cela. Peut-être que cette prise de conscience peut arriver autrement, plus doucement, sans violence. C'est à ce moment précis que j'ai commencé à regarder ma vie différemment et à redéfinir ce qui méritait encore mon énergie. À mesure que cette lucidité s'installait, quelque chose d'étonnant s'est produit. Des choses qui autrefois occupaient une place démesurée dans mon esprit ont commencé à perdre leur poids.
non pas parce qu'elles avaient soudainement disparu, mais parce qu'elles n'avaient plus la même valeur. Je ne me suis plus senti obligé de participer à des discussions interminables sur la politique, surtout celles qui ne mènent nulle part. Je n'avais plus l'énergie ni l'envie de me comparer aux autres, de mesurer ma vie à l'aune de celle du voisin, de me demander si j'avais fait mieux ou moins bien. Même certaines inquiétudes financières, qui m'avaient accompagné pendant des décennies, se sont estompées. Pas parce qu'elles étaient réglées, mais parce qu'elles n'étaient plus centrales. À la place, j'ai commencé à prêter attention à des choses simples. Le silence du matin avant que la maison ne s'éveille. Une conversation sans téléphone posée sur la table. Le fait d'écouter vraiment ma femme, sans préparer mentalement ma réponse pendant qu'elle parlait. Des gestes modestes, presque invisibles, mais profondément apaisants. Dans l'atelier, je travaillais lentement, parfois seulement 1 heure, parfois moins. Mes mains tremblaient plus qu'avant. Je faisais des erreurs, mais chaque geste avait un sens. Chaque instant passé là n'était pas un instant en attente. Il était pleinement vécu. J'ai compris alors que vivre avec moins de bruit ne signifiait pas vivre moins intensément. Bien au contraire. En laissant tomber ce qui n'était pas essentiel, je faisais enfin de la place pour ce qu'il était vraiment. Et cette simplicité retrouvée n'avait rien de triste. Elle était douce, presque rassurante. C'est dans cet espace épuré que la dernière question s'est imposée à moi, naturellement, sans urgence mais sans détour non plus. Une question que je ne pouvais plus éviter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que vous vous dites que je parle ainsi parce que je suis malade, que cette lucidité était le produit de la peur, ou de la fatigue, ou d'une situation exceptionnelle. C'est possible, mais je crois, profondément, que ce n'est pas toute la vérité. Je pense surtout que j'ai enfin cessé de me mentir. Pendant des années, j'ai suivi les règles. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai été un bon employé, un mari présent, un père responsable. Mais je n'ai pas toujours été honnête avec moi-même. J'ai mis de côté ce qui me faisait vibrer, convaincu que ce serait pour plus tard, convaincu que j'avais le temps. Aujourd'hui, mon pronostic reste incertain. Les médecins sont prudemment optimistes, sans promesse. Peut-être que je gagnerai encore plusieurs années. Peut-être pas. Et pour la première fois, cette incertitude ne m'écrase pas. Elle m'accompagne. Elle me rappelle que chaque journée mérite d'être habitée pleinement. Je passe du temps dans mon atelier. Je parle longuement avec ma femme sans regarder l'heure. J'appelle mes enfants, non pas pour leur donner des conseils, mais pour entendre leur voix. Je transmets à ma petite fille la patience du bois, le respect du geste, le droit de ne pas être parfaite. Ce ne sont pas des choses spectaculaires. Elles ne feront jamais la une d'un journal, mais elles donnent un sens profond à ce qu'il me reste à vivre. Alors, si je peux vous laisser avec une seule idée, ce serait celle-ci. N'attendez pas un cancer, un infarctus ou une crise pour vous autoriser à vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous l'avez déjà. La seule question est de savoir si vous allez l'utiliser. Peut-être que cela commence par quelque chose de petit, un appel que vous repoussez depuis trop longtemps, un projet oublié dans un tiroir, une conversation honnête avec vous-même. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas l'année prochaine, aujourd'hui. Si cette histoire a résonné en vous, je vous invite à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous allez changer, même modestement. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez entendre d'autres récits, d'autres vérités tardives. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, partagez cette vidéo avec lui. Tant que je le peux, j'ai encore des choses à dire. Et peut-être que, la prochaine fois, ce sera votre histoire que nous écouterons.